Juliette Binoche, télégénie incandescente, éthique intransigeante, philanthropie confondante. Marc-Olivier Fogiel ne sera-t-il pas trop impressionné ce soir par la divine patiente ? Bah si, en fait. Donc j'ai décidé de me reposer, là. J'espère que je ne vais pas vous épuiser, Juliette Binoche. J'espère pas non plus. En tout cas, je vais essayer de vous accompagner sans vous épuiser, mais c'est vrai que vous vivez tout avec une telle intensité que de temps en temps, on se demande si le soir, à cette heure-là, vous n'êtes pas déjà HS. HS, j'ai toujours été un peu HS. Hein. D'abord, je voulais vous remercier d'être là. Vous êtes très rare à la télévision. Votre carrière est absolument exceptionnelle. Vous avez tourné avec les cinéastes les plus respectés au monde, Téchiné, Godard, Clapiche, Haneke, Cronenberg. Vous avez été récompensé par un Oscar, un César, des prix d'interprétation dans les plus grands festivals, Cannes, Berlin, Venise. Vous avez bien fait d'être comédienne, Juliette Binoche. Et puis, donc, ce qui ressort de votre personnalité, c'est une énergie créatrice insatiable, un besoin de vous mettre en danger. On va essayer d'aller comprendre d'où ça vient, ça, de vous surpasser, de relever des défis. Certains disent que vous allez puiser au plus profond de vos douleurs. Comme nous tous. Plus ou moins. Je pense vraiment qu'on est ici, sur cette terre, pour vivre ces émotions et pour revenir dessus. Et à un moment donné, ça fait plus mal. Mais au départ, quand on démarre dans la vie, avec toute notre éducation, avec tout ce qu'on est, et bah ouais, ça fait mal. La jalousie, ça fait mal. La convoitise, ça fait mal. Toutes les émotions qu'on peut... L'orgueil, ça fait mal. On traverse tous ça. Mais ce qui est douloureux, c'est de ne pas le reconnaître, à mon avis. On a plein de choses à se raconter. Bah donc, ouais, je vois Juliette, ça, ouais. ce soir, plein de choses. Ça démarre fort. Vraiment beaucoup de choses. En plus, vous nous avez donné des tas de documents, ce qui est assez rare. Donc, c'est ce qui vous caractérise, d'ailleurs. À partir de minuit, vous avez vu? Ouais, j'ai vu le soir. C'est le soir, en rentrant chez vous à minuit. Vous nous envoyez les documents le matin. Quand vous faites un truc, vous le faites complètement, quoi. C'est ça, en fait. Hein. Ah bah, si on dit oui, on dit oui. Sinon, il vaut mieux rester chez soi. Alors, merci d'avoir dit oui et de ne pas être resté chez vous. On va démarrer par une image, celle-là, c'est pas à vous, c'est à nous. Assez étonnante, qui casse d'ailleurs un peu votre image, Juliette. Je suis à la bourre, moi, je trouve plus mes bottes. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Jojo? Je cherche ma botte d'abord et je fais le mixage son après. C'est quoi ce truc-là? Oh non, on n'y va pas, Jojo. Si j'y vais pas, tu sais comment ça se passe. Je suis obligé. Tiens. Ah, mon bracelet. Allez, mais à ce soir, Juliette. Au revoir, mon Jojo! À ce soir, chérie! Attention! Allô, la maison des Jojo? Bonjour, on vient encore de m'en écraser un. Quand ça? Ah, là maintenant? Non! Oh, Juliette! Je me souviens pas d'avoir tourné ce truc-là. Hein. Franchement, où est-ce que vous avez dégoté ça? C'est une émission de télé, Les Enfants du Rock, quoi. Ça démarrait pour vous. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de vous voir comme ça, avec cet humour, cette légèreté. Est-ce que vous êtes capable de ça aujourd'hui encore, ou c'était le début? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de difficultés à lâcher? Oh, je crois pas, non. Je sais pas, j'ai jamais eu de difficulté à lâcher, je crois pas. Et vous avez conscience d'avoir une image assez haut de gamme? Mais ça ne m'empêche pas de faire, je sais pas, j'ai dû faire au moins une dizaine de comédies, mais ou si ce n'est plus, c'est jamais on m'en parle. On parle toujours des films dramatiques. Je vais vous en parler tout à l'heure parce que certains réalisateurs disent il faudrait qu'elle lâche un peu plus pour faire plus de comédie. Mais est-ce que vous êtes une déconneuse? Je pense que je suis plutôt, j'aime bien rire. Ouais, ouais, j'aime bien plaisanter. Ouais. Si je vous invitais, Juliette, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit qu'une comédienne qui avait réussi le Grand Chelem, César, Oscar, prix d'interprétation à Cannes, Berlin et Venise, n'avait plus rien à prouver. Face à cette avalanche de récompenses, je me devais de vous accueillir avant que la lassitude ne vous gagne. Car si ce divan appelle déjà au lâcher-prise, il ne faudrait pas, en plus, que vous vous endormissiez sur vos lauriers. Ça, c'est la première raison.
La deuxième raison, c'est que vous êtes une artiste totale. Vous êtes l'une des très rares comédiennes capables de jouer en français, en anglais, mais aussi de peindre et de danser. Peindre, c'est transgresser, c'est dire merde à une technique, c'est prendre ce risque-là. Pour moi, le mouvement doit être toujours relié à une histoire secrète un peu. Votre péché mignon, et c'est ce qui vous a valu d'être parfois caricaturé, c'est cette faculté à tout intellectualiser. Alors qu'auriez-vous à perdre en gagnant en légèreté? Autre raison, vous êtes conditionné. Entre un père sculpteur, mime et metteur en scène, et une mère comédienne, l'ultime transgression pour vous aurait été de devenir expert comptable. Mais cet héritage familial, vous l'avez transformé en succès international. Alors y voyez-vous une revanche sur cette vie de bohème qui avait écorché vos parents? Ce qui m'a également poussé à vous inviter, c'est que vous êtes à fleur de peau. L'émotion peut vous cueillir à tout moment sans crier gare, même en plein milieu d'un débat d'idées. Les Juifs ont quand même vécu l'horreur. Et c'est l'horreur aujourd'hui aussi, hein, pour les deux. Et il s'en va? Non, je lui donne un mouchoir. Vos larmes altruistes et votre souffrance sincère semblent contredire l'idée qui voudrait qu'on ne pleure jamais que sur soi-même. Mais peut-on vivre sereinement lorsqu'on est à ce point connecté sur ses émotions? Et puis la dernière raison, c'est que vous êtes intense. À chaque tournage, vous jouez votre vie, vous surinvestissez vos rôles, une implication jusqu'au boutiste qui vous a parfois fait toucher le fond. Comme ce fut le cas dans un film de Claude Berry, qui vous a remercié après 2 semaines de tournage. Bon, ça m'a fait mal sur le moment, c'est vrai. C'était vraiment un couteau derrière le dos, puisque il m'a écrit une lettre d'insulte et j'ai rien compris. Et bon, c'était un enchaînement de situations qui ont été absolument affreuses pour moi. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu la guerre. Alors ces traumatismes vous ont-ils changé? L'intensité chez vous peut-elle se graduer? Ce soir, vous n'aurez aucun rôle à jouer, à part celui de Juliette Binoche. À vous de placer le curseur où vous le souhaitez. Ça vous va? Ouais, sauf le truc intellectuel. Non, moi j'étais la moins intellectuelle de la famille, donc vous êtes mal barrés. C'est dire que la barre était haute. Justement, on va voir où était la barre, puisque je pense que pour bien vous comprendre, il faut démarrer vraiment dans l'enfance. Pour vous, vous avez été baigné dans cet univers artistique, donc on va d'abord s'y plonger. Vous êtes né le 9 mars 1964, de 2 parents donc artistes. Votre mère, Monique Stalins, comédienne d'origine polonaise. Votre père, Jean-Marie Binoche, quant à lui d'origine brésilienne, il est comédien, également mime et sculpteur. Votre premier souvenir de théâtre, c'est quand votre père est sur les planches, vous avez 2 ans, Roméo et Juliette de Shakespeare. 2 ans. Moi qui ai maintenant des petites filles, je me dis 2 ans, ça me paraît incroyable d'aller voir Roméo et Juliette. Oui, j'étais assise sur un strapontin. Et j'ai vu mon père dire une réplique et je l'ai pointé du doigt et j'ai dit « Papa !» Voilà, et tout le monde s'est marré et ça m'est resté dans la tête. Et aussi, on a été dans les coulisses et l'odeur des coulisses et l'atmosphère, les acteurs, l'espèce de communauté et de famille, ça m'a vraiment touchée. Et je crois que au fond du fond, c'est cette famille d'artistes qui me plaît vraiment. Mon père était plus vraiment dans le monde du théâtre, du mime, du théâtre. Et de la troupe de théâtre, c'est vraiment ça, c'est de voyager. Il a été en Amérique du Sud, il a été un peu partout dans le monde, en Europe, en France, il a roulé sa bosse, comme on dit. Et ma mère aussi, elle était dans l'écriture, dans la mise en scène, dans le jeu, et puis les études aussi, parce qu'elle a repris ses études. On va y venir dans un instant. Elle a un cursus, disons, foisonnant. On va parler de votre mère, parce qu'elle est évidemment très importante. Auparavant, juste des images de vous et de votre père, puisque vous êtes retrouvés sur grand écran, puisque vous avez tourné en 2012 un film avec lui. Regardez. C'est tranquille, c'est calme. Hein? Oui, c'est bien. C'est marrant, le problème de l'âge. Moi, les gens âgés, je sais bien que j'y vais. Mais tranquillement, quoi, je veux dire. Tu sais ce que je voudrais? Qu'est-ce que tu veux? Un massage des pieds. Un massage des pieds? Mais j'allais te le proposer.
a parlé de votre père, on a déjà quelques clés. Votre mère, il faut le dire, vos parents ont divorcé quand vous aviez 4 ans. Vous allez d'abord vivre seul chez votre tante, puis vous êtes placé en pension, avant de retrouver à 7 ans votre sœur et votre mère. Votre maman qui a dû reprendre ses études de lettres pour devenir professeure de français. Elle a dû arrêter d'être actrice pour pouvoir vous élever. Est-ce que vous, d'une certaine manière, il y a la volonté de réussir là où votre mère a dû abandonner? Alors, c'est pas la volonté de réussir, même si ça fait plaisir de réussir. De réparer, alors? C'est pas aussi rationnel que ça, je crois pas. Mais est-ce qu'il y avait quand même l'idée d'aller au bout de là où votre mère n'a pas pu aller? Je sais pas aussi intellectuel. Parce qu'elle a été dans les sacrifices pour pouvoir vous élever, vous et votre sœur. Non, je trouve que c'est faire des raccourcis et faire une espèce d'analyse rapide d'une chose beaucoup plus insidieuse et mystérieuse. Elle s'est accomplie dans sa trajectoire à elle, mais je pense qu'il y a eu chez elle ce désir de théâtre et de retrouver sa Pologne. Si, ça a retrouvé son enfance, la Pologne, ça a été... c'est toujours d'ailleurs important pour elle. Puisqu'elle donne des cours à des jeunes comédiens, notamment donc en Pologne. Elle monte des pièces de théâtre. Et elle monte des pièces de théâtre, mais on va la voir donner des cours à des comédiens. Peut-être qu'elle met en scène après. En tout cas, ça donne ça et on va voir que c'est intense. To nie jest stabilne. Oddychanie i wyobrażamy szkielet. Gdzie? Ale ja nie chcę to. Starczy. Kiedy chcę... Raz, dwa, trzy i było jak spacy! C'est super, elle s'amuse. Alors, elle s'est remise au polonais il y a peu de temps, parce qu'elle parlait pas polonais. Sa mère lui parlait pas polonais, donc et son grand bonheur, c'est de monter des pièces de Gombrowicz, de Witkiewicz et de revenir à sa Pologne natale, voilà. Une de vos amies d'enfance, Nathalie Sanson, nous a dit ses parents étaient originaux, des artistes tous les deux. Ils ne rentraient pas dans le moule classique des parents, de ce qu'on attend généralement des parents. Les contours de la vie étaient moins nets. Ah oui, bah oui. Ouais, quoi. Bah, j'avais pas la structure, même si ma mère essayait de donner une structure quand même, à certains moments donnés, on n'avait pas de structure classique, ça c'est sûr. Chacun était un peu comme il avait envie de faire. En fait, j'avais une telle liberté que c'est ça, en fait, mon éducation aussi. Et une mère qui avait quand même le sens d'une structure, à un moment donné, avec une éducation du goût, de l'artistique, d'un certain niveau intellectuel ou d'une sensibilité, voilà. Le fait d'avoir des parents séparés très tôt, ça veut dire que vous n'avez pas aussi de souvenirs d'eux ensemble, et c'est aussi ça... Si, j'en ai, parce que j'ai une très bonne mémoire, en fait. Ah. Oui, j'ai une mémoire émotionnelle très forte, en fait. Une mémoire émotionnelle. Ouais, je me souviens même de moi courant dans le couloir avec ma couche pleine de pipi. Alors, ouais. Et la séparation elle-même, vous avez évoqué par exemple des troubles du sommeil. J'ai eu des cauchemars terribles pendant 4 années, tous les soirs, une sorcière qui me poursuivait. C'était lié à ça ou pas du tout? Je sais pas, c'était lié certainement à une sorte de sentiment d'abandon ou de sentiment de solitude que j'ai traversé à la pension, et c'est vrai que j'ai eu le même cauchemar pendant 4 ans. Tous les soirs, et je faisais pipi dans mon lit tous les soirs, voilà, toute la nuit. Sentiment et j'avais d'abandon. plein de petites poupées qui étaient souvent cassées, parce que c'est des poupées récupérées de la famille, des cousins-cousines. Et donc j'ai beaucoup joué au docteur à cause de ça. Et là, on me voit en haut à droite, en fait, et c'était quand j'étais en pension. Et c'est vrai que la femme qui met sa main sur mon épaule, c'était ma préférée. L'autre, de l'autre côté, je l'aimais moins, elle me faisait peur. Mais vous dites sentiment d'abandon? Oui, sentiment d'abandon. Et donc, certainement, je me retrouvais toujours dans la même situation d'être dans un cimetière, enfin, d'être appelée par une sorcière dans un cimetière. Vous voyez, j'avais un sens de la mort déjà assez prononcé. Mais je crois que c'était les grandes questions que je me posais d'une façon naturelle, quoi, et auxquelles je faisais face tous les soirs.
Et puis les choses se sont dissipées un peu plus tard, quand ma mère a décidé de nous reprendre, a pu nous reprendre avec elle. On a habité Saint-Mandé à partir de mes 7 ans, je crois. Et là, vous avez pas mal déménagé. Vous avez déménagé dans le Loir-et-Cher à 12 ans. Ces déménagements, on va dire que ça vous a pas offert une stabilité scolaire. L'école et vous, c'était compliqué. Vous étiez inadapté. Oui, parce que d'abord, la première année de lecture, j'ai été dans 2 écoles différentes. Donc, j'ai pas appris à lire avec tout le monde. Et donc, j'ai fait semblant de savoir lire, ce qui est quand même très embêtant à l'école. Ouais. Et je crois que j'ai fait pas mal semblant. Et c'est jusqu'au moment où ma mère a été mon prof de français, où elle m'a appris à bras-le-corps, et elle m'a appris le français, et elle m'a appris vraiment à pouvoir faire une phrase. Ah oui, les fautes de synthèse, l'anglais, l'histoire géo. Enfin, elle m'a appris vraiment. On a fait face, quoi. Et là, ça a été difficile, mais bon, après, ça a été. Mais heureusement, il y avait le théâtre et il y avait. Regardez, là, j'étais en cours avec ma mère, on faisait du théâtre. En fait, on faisait tout le programme super en concentré, intensif. Et après, on poussait les chaises et les tables. Et on faisait le jeu de la feuillée d'Adam de la Halle. Enfin, il y avait une espèce de tourbillon de création. Et c'était passionnant et génial. On allait faire des représentations dans la grange d'Héradré, là on habitait, dans le Loir-et-Cher. Enfin non, ça a toujours pullulé de création et de joie, en fait. On était une bande de copains et on faisait du grec, du latin, de l'allemand, de l'anglais, et on faisait du théâtre. Donc on était une espèce on n'arrêtait pas, ça fusionnait dans tous les sens, et c'est ça qui était... Il y avait le théâtre, il y avait les cours de récréation, il y avait l'anniversaire. On voit quelques images où là, c'est là où vous pouviez vous exprimer déjà... un peu peut-être... Oui, ça c'est c'était l'anniversaire d'une copine à moi. Ouais. Ça va être Véronique Plazol, et qui d'ailleurs on est toujours en contact. Et j'ai pour elle 2, Nathalie et Véronique, une tendresse inouïe qui sera toujours là à jamais. Parce que c'est vrai que quand on a touché les sentiments en soi, ça reste pour toujours. Et je crois que dans mes histoires d'amour, c'est la même chose. Une fois que c'est touché, c'est pour toujours. Alors, une chose que j'ai appris quand même avec le temps, c'est de ne pas abandonner une relation. Je les ai abandonnées au départ, mais après, je pense que j'ai vraiment appris à travailler une relation. C'est-à-dire à y revenir courageusement, même si c'est difficile. Ça c'est un truc que la vie m'a appris. Et là, vous parlez des relations d'amour, Juliette. De toutes les relations, avec les parents, avec sa sœur, son frère, avec tout le monde. Et je crois que là aussi, on apprend aussi à être le parent de son parent. C'est ça aussi, cette espèce d'échange. Comme moi, je peux dire que mes enfants sont mes maîtres. Vos enfants sont vos maîtres. Vos 2 mes enfants sont mes maîtres. Votre parce que fils et votre fille. Qui me poussent dans des retranchements que je n'aurais pas pu atteindre s'ils n'avaient pas été là. Au début, vous n'avez pas tellement galéré, en fait, pour dire les choses. 2 ans. Ça, c'est pas vrai. Ma sœur et moi, on a vécu à 15 ans à Paris, où ma grand-mère était cuisinière au presbytère de Saint-Laurent à Paris, et on avait loué au curé un petit studio, et ma sœur et moi, on s'est débrouillés comme des grandes à se faire la cuisine, à se faire à manger, à se faire les courses, etc. Et c'est là que je passais mes cours à Martineau, etc. Et non, c'était pas facile du tout. Je ne dis pas que c'est facile, Juliette, je dis que c'est le lot de pas mal de gens, d'actrices qui rament. Vous, notamment les 2 années de casting où vous dites je me suis fait renvoyer en me disant que physiquement ça n'allait pas, que j'étais ceci, que j'étais cela, tout est négatif. J'ai bûché comme une malade, je me suis senti humilié. On sent que chez vous, ça fait vibrer un truc très fort. Ces 2 ans-là, ils vous ont marqué, j'imagine, encore aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que on s'en souvient toujours, ouais. Ouais, bien sûr qu'on s'en souvient toujours. Peut-être vous plus que les autres, non? Pourquoi? Parce que je vous sens plus peut-être à fleur de peau d'une certaine manière, ou avec une sursensibilité peut-être, une hypersensibilité. Je suis née comme ça. Alors oui, c'est ce que je dis. Regardez devant Juliette. Une hypersensibilité. Oui, mais bon, sinon je ne serais pas actrice. Et c'est le désir de connaissance des autres, mais aussi de soi-même, à travers les autres. Donc, quand on est fait de cette matière-là... En tout cas, donc... votre carrière, on a bien compris qu'elle s'est construite sur cette personnalité et cette personnalité avec laquelle vous êtes arrivé au monde. C'est allé relativement vite, même si le début, vous l'avez dit vous-même, vous a semblé long.
Et au début, comme toutes les jeunes comédiennes, vous faites des téléfilms et ça démarre par une publicité. Vous vous souvenez de Chamallow? Bien sûr. Et même ça, vous ne le faites pas à moitié, évidemment. Vous savez on fait Chamallow? Le bon gros bon sens? Non? Je vous apprends. Prenez un chamallow entre le pouce et l'index, un souplette. Vous le posez délicatement sur la langue. Et là, détendez-vous. Relax. Prolongez le plaisir. C'est ça? C'est tout? À ce moment, vous prenez un autre chamallow et vous recommencez. Chamallow, le bon gros bonbon tendre. Voilà, pendant 3 jours, j'ai fait ça. J'avais la mâchoire qui se décollait. Et à chaque fois, au début, je les avalais, parce que je me dis, je vais les avaler. Et puis à la fin, je les crachais dans une bassine à ma gauche. Je peux dire que derrière ça allait vite quand même, Juliette, ou pas? Vous voulez dire les films tout de que suite, j'ai fait vous tapez quand même dans l'œil de Jean-Luc Godard pour Je vous salue Marie, Jacques Doyon avec La vie de famille. Et en tout cas, le film, en 85, André Téchiné, Rendez-vous, c'est l'histoire de Nina, jeune femme qui arrive à Paris pour devenir comédienne, qui en parallèle, on s'en souvient, se voit dans un triangle amoureux dont l'issue sera tragique. Ça vous amène à Cannes. On en regarde un extrait? Oh, mon unique amour né de ma seule haine. Inconnue vue trop tôt et reconnue trop tard. Monstrueuse est pour moi la naissance d'amour que je dois aimer mon ennemi détesté. Ça va pas. Ça va pas, j'arrive pas. Je comprends rien à cette pièce. Pourquoi il s'aime? Pourquoi elle l'aime? Pourquoi il faut pas se poser de questions. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Pourquoi ils s'aiment? Pourquoi les gens s'aiment? Ils s'aiment parce que ils sont ennemis. Tu es trop sentimental, il faut jouer les scènes d'amour comme des scènes de haine. Bon, je vais essayer de reprendre à partir après le baiser quand elle dit et mes lèvres ainsi garderont le péché. Tu vas pas passer ton dimanche là-dessus. Il est 6 heures. Mais j'ai besoin de travailler. J'en ai marre, moi. C'est toi qui m'as donné ce rôle, non? J'ai besoin de temps. Vous êtes prise 3 jours avant le démarrage du tournage, Juliette? Ouais. Il fait pas que vous choisir, il se bat avec les producteurs, les distributeurs pour que ça soit vous? Ouais. Et il dit que c'était un mélange étonnant de puissance et de fraîcheur, un vrai visage d'enfant sur un corps de bulldozer. Oui. Sympa. Mais ça vous parle, ça? Un vrai visage d'enfant sur un corps de bulldozer? Ouais, je crois que c'est l'enfant dans l'être humain qui m'intéresse, donc ça me touche. Et le bulldozer, dans la phrase? Aussi le côté volontaire que c'était ma matière de départ, on va dire. Vous êtes nommée une première fois au César, meilleure actrice. Premier festival de Cannes, forcément, ce premier festival de Cannes, depuis vous en avez fait de nombreux. Et Lambert Wilson, votre partenaire dans le film, dites-vous, en revenant du festival, une semaine plus tard, quand je suis revenu, elle avait changé. La jeune actrice charmante, timide, avait fait des rencontres importantes, avait pris conscience de son pouvoir d'attraction. Ça m'a impressionné, désarçonné aussi. Ah ouais. Il y a une bascule. Après Cannes? Pendant Cannes, pas après. Pendant. Pendant Cannes? Oui, j'étais surprise, en fait, d'être à Cannes, parce que je ne savais pas, moi, ce que c'était du tout. Mais j'ai joué le jeu, complètement. J'ai dit, ah bon, d'accord. J'ai joué le jeu. En tout cas, ça démarre donc bien, très bien. Après, il y a Léos Carax, qui sera aussi votre compagnon. Il va faire de vous une actrice culte, dans Mauvais sang. Vous avez fait des films populaires, mais vous avez enchaîné des films exigeants, on va dire. Muse du cinéma d'auteur. On dit un mot là-dessus, ce qui vous a collé une image. On va voir après cette image, elle est extrêmement caricaturée. On va parler de la caricature, comment vous la vivez, cette caricature, quand on se moque un peu de cette actrice intello que vous êtes. Pourquoi vous les avez enchaînés comme ça, tous ces films de cinéma exigeants et d'auteur? Par exemple, quand on pose la question à quelqu'un qui vous a fait tourner, Patrice Lecomte, avec qui vous avez tourné La Veuve de Saint-Pierre, il dit « Son image de marque est très rigoureuse, pourtant je pense qu'elle rêvait de tourner dans une comédie, mais en est-elle capable? Pour cela, il faudrait qu'elle baisse la garde. » Donc avec Patrice Lecomte, on a fait un film ensemble, il avait la caméra et j'ai tourné
La Veuve de Saint-Pierre. J'avais un corset et enceinte par-dessus le marché. J'avais mal au cœur et il faisait moins 20, moins 30. Donc c'était pas facile de baisser la garde dans ce tournage-là. D'accord, mais au-delà de Patrice Lecomte, vous n'avez pas ce sentiment-là d'être sur vos gardes? Alors, il y a pour moi une responsabilité immense que je prends vraiment à cœur. Parce que des gens prennent le temps de voir quelque chose, ils paient, donc c'est une possibilité de retournement en soi. C'est-à-dire, moi, Juliette, j'ai fait l'expérience du retournement à travers des films, à travers des pièces, à travers la musique, à travers des peintures, où j'ai été retournée. C'est-à-dire ? Où ça a changé ma vie, où je ne suis plus la même personne. Quand j'ai découvert les Pierrot de la Francesca, j'avais 16 ans, mais j'avais l'impression d'avoir découvert un truc complètement inouï. Quand j'ai vu Falconetti dans La Passion de Jeanne d'Arc, j'ai été complètement retournée. Quand j'ai vu Marilyn Monroe dans Bus Stop, j'ai dit mais le féminin qu'elle nous a fait vivre est absolument immense. J'ai été retournée par des êtres, des artistes, et ça, et d'ailleurs, j'ai fait ce contrat intérieur d'être acteur au moment où j'ai vu Ubu Roi de Peter Brook. J'avais 14 ans, et à la fin de la pièce, j'avais tellement adoré cette pièce et tellement été heureuse. Je me souviens, toute la salle était debout et applaudi, et moi avec, et je dis, si je peux donner ça dans ma vie, ce bonheur-là, c'est ça que je veux faire. Ça vous va si je dis que vous coupez un peu les cheveux en quatre? Non. Comment non? Bien sûr que si. J'ai pas les cheveux en quatre. Ça vous va pas si je dis ça? Vous coupez les cheveux en quatre, ce qui me va bien, j'adore. Non. Bah bien sûr que si. C'est quoi, couper les cheveux en quatre? Un mot est un mot. Ah oui, l'exigence du vocabulaire qu'on utilise, mais vous le savez. Vous faites de la radio, vous faites attention. Regardez devant, Juliette. Mais pourquoi? Il n'y a rien marqué, là. Eh ben, on va vous mettre vous, alors, devant. on va vous mettre vous allez vous voir vous-même. Oh. Vous êtes méchant. Non, allez, arrêtez, là, ça va. Alors, on va mettre le divan. Ça vous va, le divan? Oui, souvent, je regarde le V, d'ailleurs. Je trouve ça assez beau. Vous regardez le V? Oui. Et alors quoi, le V? Je trouve que dans les lettres, là, c'est ce qui est le plus attirant. Parce que c'est ouvert vers le haut, certainement. Vous comprenez qu'on vous caricature? Il y a des gens qui caricaturent... Oui, je sais. Ça vous fait marrer ou pas du tout, quand vous caricaturez? Qui caricature ce côté très cérébral, cette façon de... Mais c'est pas cérébral. Bon, d'accord, Juliette, je n'ai rien dit. Je vois un V, c'est pas cérébral, arrêtez, là. Je vois... C'est visuel, c'est plutôt... Exigeant. Exigeant. Ça vous va, Juliette? Exigeant. Mais oui, on en a parlé de ça. Je vous ai dit que l'exigence, c'est la responsabilité. Est-ce que ça vous va quand on caricature cette exigence? Mais alors, parler de qui et de quoi? Voilà. Valérie Lemercier au César. Ah, voilà, je vous vois venir. Je me dis, est-ce qu'il veut parler de Valérie Lemercier? Oui, bien sûr, parce que... Alors, Valérie, on est nés le même jour et la même année, déjà. Alors, il faut savoir ça. Et on fait le même métier, à peu près. Et elle fait de la peinture, et elle fait actrice, et elle danse. Donc, ça avait beaucoup de choses en commun. Et je crois qu'elle avait envie de me caricaturer parce qu'il y avait quelque chose en elle qui devait être un peu énervé ou énervable. Voilà, c'est ce que je pense. Vous voulez bien qu'on le voit quand elle vous caricature? Oh putain, et ça y est, il va me faire voir ça. Mais ouais, c'est drôle. Non, mais c'est drôle. Allez-y alors, si ça vous fait marrer, allez-y. Moi, je veux bien. Allez, on y va. Come and discover the secret garden, the world, the life. The true life of Juliette Binoche. You are what you need to be in this scene. She acts. So you don't change, and you give it to me, honey. She paints. Standing. Amazing. Ça irait bien, hein? She cooks. She dances.
chez Cosmetics. Juliette Binoche, A Life Apart. Alors, ça vous fait marrer, ça, ou pas du tout? Si, ça peut me faire marrer, ouais, bien sûr. Moi, quand j'ai pas vu les Césars le soir, machin, et on m'en a parlé, et beaucoup de gens étaient outrés, m'ont téléphoné, etc. Moi, j'ai regardé, ça m'a fait plutôt marrer, et en fait, ça s'est énervé autour de moi, voilà. D'accord. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Ce que je ressens. Ce que vous ressentez, et si vous comprenez... Parce que moi, je vous ai vu danser sur scène. C'était magnifique quand vous avez dansé sur scène au Châtelet. Ouais. Tout ce qu'elle... C'est une caricature. Tout ce qu'elle force, c'est une partie de vous-même quand même, mais elle va jusqu'au bout d'une caricature. Est-ce que vous comprenez la caricature qu'on peut faire de vous? Qu'est-ce que je dois comprendre, en fait? Que je me prends trop au sérieux? C'est quoi? Trop, j'en sais rien. Mais... Répondez. Non, je vous réponds, ouais. Que vous... Trop... Non, je dirais pas ça. Pas que vous vous prenez trop au sérieux, que... les choses ne peuvent pas être faites légèrement pour vous, elles doivent être... Et ça, c'est pas vrai. Ben voilà, parce que moi, je le fais légèrement. Alors, je dis pas que quand je fais la danse avec Akram, c'est facile, hein. C'est un entraînement pas possible, que quand on n'est pas danseur et qu'il faut s'inventer danseur et qu'on a 1 an et demi de tournée, c'est un truc absolument fou. Donc, il y a eu la peur qui m'a... C'était difficile, mais... à la fois, c'est un coup de folie, quoi, de faire un truc pareil. Donc, si on n'a pas un sens de la folie et d'une certaine légèreté, c'est impossible à faire. Et quand je fais la peinture, je le fais intensément, mais je ne peux pas dire que c'est pas léger. Et la façon dont c'est perçu, vous le dites vous-même, j'aime mon pays, même s'il est vrai que je ne m'y sens pas toujours très accepté, peut-être parce que je fais des choix décalés qui m'appartiennent. Ça, vous le ressentez, ça? Le fait de ne pas se sentir accepté. Alors, quand c'est à l'outrance et que c'est la caricature, c'est Gérard Depardieu qui le dit. S'il vous plaît, pourriez-vous m'expliquer quel est le secret de cette actrice? Je voudrais comprendre pourquoi elle est tellement estimée, elle n'a rien, absolument rien. Ouais. Puis vous lui répondez 5 ans après, Depardieu a voulu me tuer, mais je suis toujours là et on est heureux. Mais bon, lui, il le fait. Moi, je l'ai rencontré au marché, là, parce que je fais mon marché tous les dimanches matins. Ouais. Et bref, je suis allée le voir et je l'ai entouré de mes bras. Je lui ai dit, mais Gérard, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi t'es aussi méchant? Pourquoi tu m'agresses comme ça? Moi, je t'ai rien fait. Et il m'a dit, mais tu m'énerves parce que... D'abord, non, il m'a dit, oublie ce que je dis que des conneries. Et deuxièmement, il me dit, ça m'énerve que tu travailles avec des pervers. Que tu travailles avec des pervers? Ouais, avec des pervers. Et donc, je lui dis, mais de qui tu me parles? Et il me dit, Léos Carax et Michael Haneke. Je lui dis, mais attends, il me parle de pervers, il a travaillé avec Piala, il a travaillé avec Bertrand Blier, il est quand même gonflé, quoi. Alors, une fille, ça ne doit pas travailler avec des pervers, mais lui, oui. Je veux dire, c'est n'importe quoi, mais bon, on s'est raccordé, on s'est reparlé au téléphone, ça va, mais... Non, je crois aussi certainement, c'est qu'il y a chez moi une sorte de distance que je mets, mais pas parce que je veux être loin, c'est pas ça. Parce que moi, j'ai le désir d'être proche. C'est tout simplement peut-être un manque de simplicité, quoi, parfois. Mais dernièrement, je veux dire, je pense que j'ai passé le cap, c'est-à-dire je m'en fiche complètement. Parce que je crois qu'il y a un moment donné où, grâce à la maturité, grâce aux années qui passent, il y a des choses qu'on dépasse franchement, quoi. Et je crois que il y a 3 thèmes pour moi qui sont importants. C'est de dépasser le désir de possession, le désir de puissance et le désir de jouissance. Quand on a dépassé ça, pour moi, on est passé à une sorte de liberté. Donc, si Valérie arrivait là, je crois que j'irai vers elle et je lui ferai un gros bisou. Parce que, d'abord, on est sœurs de par le temps et de par la date de naissance. Et que, d'abord, on fait le même métier. Donc, j'ai plutôt une connivence naturelle avec les gens qui font ce métier. Parce que c'est difficile comme métier. Et c'est pas une place facile d'être sur un divan rouge. Donc, il y a de toutes les façons une sympathie de départ que j'ai. Alors, Gérard Depardieu, vous l'avez dit, hein, vous l'avez pris dans vos bras au marché. Oui, ouais. Regardez quand même ce que dit notre psy, le vrai, Philippe Grimbert, de cette phrase de Depardieu. Est-ce qu'il... Je crois qu'il était jaloux comme un pou, parce que je venais d'avoir le prix à Cannes, le prix d'interprétation.
Et que même si ça suscite des jalousies, et c'est pour ça que c'est pas une place facile d'avoir du succès, parce que ça, c'est beaucoup de convoitises. Alors regardez ce que ça dit de vous et pas de lui, en tout cas ce qu'en pense Philippe Grimbert. Chère Juliette Binoche, il y a en vous l'évidence d'un mystère. C'est sans doute ce qui a fait dire à un Gérard Depardieu mal intentionné, à votre propos, expliquez-moi, s'il vous plaît, quel est le prétendu secret de cette actrice. Et vous emparant de ce mot-clé, vous avez répondu qu'il y avait en effet un secret. Quand vous êtes devant une caméra, dites-vous, il y a quelque chose qui se passe. Et vous ajoutez, quand vous le faites bien, vous pouvez imaginer tous les cœurs battre en un seul battement. C'est là qu'est le secret. Comme vous avez raison, le secret de l'amour, celui que vous porte en effet la caméra, est sans doute dû au fait que votre visage, qui prend si bien la lumière, est un écran. Et que sur cet écran, nous nous projetons, nos cœurs battant à l'unisson du vôtre. Si c'est un secret, il l'est pour vous aussi. Car fort heureusement, il s'agit d'un mystère qui vous échappe, au-delà de votre talent d'actrice. Aimer, c'est donner ce que l'on n'a pas, disait le psychanalyste Jacques Lacan dans une formule qui peut paraître énigmatique, mais qui pourrait définir ce secret qui est le vôtre et celui de l'acteur, en général. Jouer, c'est donner ce que l'on n'a pas. Ce manque originel, faille, blessure, vulnérabilité, que l'acteur incarne et dans lequel chacun de nous peut se reconnaître. Ça vous va, ça, Juliette ? Oui, parce que je trouve qu'il a raison quand il dit que c'est sur le manque, en fait. Tout le mystère est dans le manque. Et grâce au manque, on découvre des choses qu'on n'aurait pas découvertes si on n'avait pas ce manque. Donc c'est pour ça que des enfants qui sont un peu cabossés, pour un acteur c'est parfait, pour tout artiste ou pour toute personne c'est parfait. Est-ce qu'on peut dire, puisque vous parlez d'enfance cabossée, que la vôtre l'a été ? Oui, oui. Ouais. Oh, franchement, oui. Ouais. Oui. Fortement cabossée ? Ouais, fortement cabossé. Ouais. Et si vous pouvez me dire simplement, puisqu'on a posé plein de choses, mais que je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi, puisque après vous allez me reprendre, en quoi elle a été cabossée ? Ou comment elle a été cabossée ? En quoi elle a été cabossée ? Parce que j'ai vécu l'abandon. On peut même se créer à partir de l'abandon. L'abandon de vos deux parents, vous diriez ? Ouais, des deux parents, ouais. À des moments. Il y a des allers-retours, hein, c'est pas aussi, bien sûr, aussi catégorique, mais eux-mêmes ont vécu ces abandons. C'est ça qu'il faut comprendre. D'où viennent nos parents. On va voir, vous, comment vous avez transmis ça tout à l'heure, ou pas, à vos enfants, puisque vous avez réfléchi à tout ça, on le voit bien ce soir. On va aller voir quelqu'un qui vous connaît très bien, d'ailleurs avec qui vous avez beaucoup parlé de cet épisode de Depardieu, même si c'est pas le plus marquant, on a bien compris que vous l'avez passé, c'est votre ami Gérard Lefort, qui a longtemps travaillé pour Libération, critique de cinéma, il vous connaît très bien, une amitié est née entre vous. Bonsoir Gérard Lefort. Bonsoir Marc-Olivier. Ça va Gérard ? Juliette. Bonsoir Gérard. C'est une surprise, hein ? Bah oui, je vois ça. Bah oui, je tu vois, es là dans le studio ? Non, je suis dans la pénombre, pas loin. Ah d'accord. Voilà. Elle est pointilleuse, Juliette. Gérard ? Oui, elle est pointilleuse, mais moi, ce que j'entends quand je l'écoute, là, depuis quelques minutes, même plus, je ne sais pas si c'est une intellectuelle, mais c'est une fille drôlement intelligente, en tout cas. Et ça m'intéresse. J'ai découvert des trucs que je ne savais pas. Je ne la connais pas si bien que ça. On est dans une relation systématiquement amicale, et je crois de tendresse, voilà. Une espèce de voilà, c'est la base, c'est une confiance réciproque. Mais on n'est pas à toi, à se voir tout le temps, etc. Mais elle fait partie, en tout cas, des actrices. Je sais qu'elle est là, quelque part, et puis d'un seul coup, miracle des rendez-vous. Gérard, vous l'avez rencontrée à ses débuts, à la sortie de Mauvais Sang, donc en 86. Ouais. Comment vous expliquez que les choses se soient enchaînées comme ça pour elle ? La carrière qu'elle a eue, elle a une carrière incroyable à l'international. Juliette Binoche, elle s'en a donné les moyens. Son agent, François Samuelson, nous a raconté à quel point elle avait eu cette exigence-là d'aller à l'international, jouer en anglais à Londres, par exemple. Comment vous expliquez ça chez elle,
ce qui, depuis Mauvais Sang, ce qui a enchaîné? Parce que génial, c'est que ça s'explique pas. Voilà, merci. Et donc, voilà, mystère et 200 tonnes de boules de gomme. Et c'est ça qui est formidable. Et que quand les explications, excusez-moi, c'est pas à vous. Hein, non, bien sûr, moi je cherche de comprendre, mais il n'y a peut-être rien à comprendre. Toujours, souvent, hélas, rabat-joie. Alors, on peut convoquer toutes les sortes de disciplines, la psychanalyse, etc. On a raison, hein, c'est des outils, ça sert. Mais il reste de l'inexplicable. Et l'inexplicable, c'est ce que fait Juliette. Ouais, j'ai bien compris. Le mot mystère, on l'a employé depuis le début c'est le un bon certain nombre mot. de fois. C'est le bon mot, ouais. C'est le bon mot. Donc, Le truc, c'est être prêt. Être prêt, ouais. C'est être prêt. Voilà. Et puis la vie fait le reste. Oui, mais j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure en disant il faut quand même de la volonté et abandonner la volonté. Je crois que Juliette Binoche, actrice, parce que sa vie privée, elle n'intéresse qu'elle et personne d'autre, mais en tout cas sa vie visible au cinéma, eh ben, je trouve qu'elle fait preuve à la fois de cette volonté, de cet abandon de volonté. C'est quelqu'un qui, actrice, arrive à transformer une sorte de fatalité qui nous est commune. Hein. N'oublie pas que tu vas mourir, etc. Enfin, si on pensait qu'à ça, on est complètement paralysé. Et elle transforme cette fatalité comme ça, d'obéir à un rôle, à des lumières, enfin, à toute cette complication d'un tournage. Elle transforme ça en une sorte de destin personnel. Je comprends bien. Voilà. En préparant cette émission, vous nous avez confié quelque chose que Juliette a réfuté tout à l'heure. Ce qui lui manque peut-être, véritablement, c'est la comédie. Oui, mais arrêtez. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Non, mais écoute-moi, attends 2 secondes. Mais aussi parce que je suis heureuse, j'ai pas besoin de faire de comédie. Au nom de quoi je dois faire des comédies? Non, c'est quand je lis un scénario. Au nom de quoi, tu dis? Ne m'engueule pas, Non, je t'engueule pas. Mais c'est l'intensité qui fait que. Mais. Non, mais au nom de quoi? Au nom peut-être d'aller toucher des publics très, 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 très populaires. Mais je m'en fiche, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des tas d'actrices. C'est là où on commence à calculer. Je vais faire 2 comédies, puis après je vais faire 3 films d'auteur, puis je vais faire un film commercial, puis après je vais refaire. Attends, c'est quoi cette cuisine-là? Juliette n'est pas calculatrice. Ça, c'est sûr. On peut pas de faire comme ça. Oui, mais et puis, moi, je vis les choses à un moment donné, je lis un scénario et je dis, putain, c'est ça que je dois faire. Ouais. Et il y a quelque chose d'immédiat, de pas calculé, mais d'évident. Et si on commence à rentrer c'est ce qu'ils font d'ailleurs aux États-Unis, c'est je vais faire ma film commercial pour faire 3 films qui vont m'intéresser après. Mais ça c'est pas possible. Ça vous manque pas un énorme succès populaire? Mais manquer de quoi? Mais moi, ne m'engueulez pas, je vous pose des questions. Non, j'engueule personne, là. Mais non, c'est parce qu'il faut être plus intelligent que ça, quoi. C'est pour ça. C'est pas un téléro, c'est intelligent. Il l'a dit, lui. Gérard. Mais pourquoi? C'est la force. Vous voyez, c'est la force féminine qui vous agresse. Excusez-moi, messieurs. Mais non. Ça doit être un truc comme ça. Pas du tout, je vous promets. C'est que quand une femme a trop de peps, a trop de force, mesdames, vous êtes là. Ça y est. Voilà. La manif. Quand les femmes ont trop de force, ça agresse. Mais pourquoi? Gérard, on va reprendre le pouvoir si vous voulez bien. On va reprendre le pouvoir, Gérard, si vous voulez bien. C'est parce qu'on parle beaucoup, ça. évidemment, de l'art. On a compris à quel point ça l'a constitué. On a vu d'où ça venait. Mais quand elle n'est pas baignée dans l'univers de l'art, vous la connaissez, Juliette Binoche? Parce que c'est ce que je me demande là. Elle fait quoi? Elle vit comment? Bon, elle fait le marché, on a compris, pour aller embrasser Gérard Depardieu. Même si j'en savais beaucoup, je vous le dirais pas. Oui, mais pas le détail. Mais quand il y a le truc quand même assez poilant de Valérie Lemercier, il faut pas mentir, moi ça m'a fait rire. Et puis je voudrais te dire, Juliette, il n'y a que les stars qui sont caricaturées. J'ai dit ça à Catherine Deneuve l'année dernière, où il y avait une couverture de Charlie Hebdo un peu rude au Festival de Cannes. Et peut-être vous n'allez pas le croire. Non, mais à moi-même, ça ne m'a pas gêné ce que Valérie a fait. Ben voilà. Non, pas du tout. Même j'ai rigolé en regardant ça, parce que c'est vrai. Oui, c'est quelques personnes autour de moi et dans le métier qui n'ont pas supporté, parce que au César, leur idée, c'est que on consacre. Voilà, donc on va pas descendre. Mais moi, je l'ai pas vu comme une descente, mais à la fois une moquerie. Bon, de toute façon, si on sait pas se moquer de soi-même, on est mal barré, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que dans la blague, là, la bonne blague là, de Lemercier, à un moment, elle dit « She cooks ». Je peux témoigner quand même que quand Juliette Binoche
cooks, it's very good. Alors là, c'est tout ce que je dirais. Gérard, juste un mot quand même sur... elle cooks, comme vous dites, donc elle cuisine très bien. Elle joue aussi très bien, notamment dans cette carrière internationale. On va voir passer un certain nombre d'affiches de films de Juliette à l'étranger, ce qui paraît absolument incroyable. Puis il y a eu cet Oscar quand même. C'était pour Le Patient anglais, c'était assez étonnant quand même, une actrice française oscarisée. On regarde des images pour nous faire plaisir. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir, mais nous, ça nous fait plaisir. And the Oscar goes to Juliette Binoche in The English Patient. Personne ne sait ce que Juliette Binoche ressent à ce moment précis, mais lorsqu'elle dira plus tard qu'elle ne s'y attendait pas, c'est vrai. Dans son esprit, c'est Lorraine Bacall qui allait être récompensée. Mais les 5200 membres de l'Académie des Oscars ont voté pour un rôle et non pour l'ensemble d'une carrière. I'm so amazed. This is a dream. It must be a French dream, I think. Bye. Il est où cet Oscar aujourd'hui? Il est chez moi. Voilà. Là-dessus, Gérard, un mot. Les anglo-saxons, qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez Juliette Binoche, vous diriez? Ah ben moi je sais pas, mais moi je sais ce que j'ai ressenti quand je l'ai vue. Je faisais génial, elle là, quoi. Ça faisait très 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 longtemps qu'une actrice française. Hein, et vous avez fait ça, Juliette? Génial, je l'ai? Ben, non, au moment où ça s'est passé, c'était comme un... J'ai ressenti vraiment comme s'il y avait un lac super calme au fond de moi. C'est vraiment cette sensation d'un lac, d'un calme total. Et le lac, il s'est excité un peu après, au lendemain, non? Ou même c'est pas? François qui m'a donné mon agent, qui m'a donné un coup. Et... Il faut y aller. Et qui m'a dit, et qui pleurait tout de suite, et qui m'a dit c'est historique, c'est historique. Et après, j'y suis allée, mais comme j'étais pas du tout préparée au truc, c'était joyeux parce que je crois que je m'y attendais tellement pas. 37 ans après Simone Signoret, donc. Hein. Merci Gérard Lefort. Merci à vous. À bientôt. Salut Juliette. Un mot quand même, Juliette Binoche, il n'a pas voulu me répondre, Gérard, mais je lui demandais, quand vous n'êtes pas dans l'art, vous faites quoi? Je me pose cette question-là. Je vois bien que vous marrez. Vous savez, dans Bleu, je dis ça, je me gratte, je fais pipi comme tout le monde. Oui, mais d'accord, mais c'est... Vous voyez, c'est le genre de question qui ne me viendrait pas à l'esprit de poser à une autre actrice. Et c'est vrai que vous, on se dit, est-ce qu'elle a un rapport facile au quotidien? Ah ben oui, je vis le quotidien quotidiennement. Facilement, quoi. Oui, j'ai des enfants, je m'en occupe, j'ai des parents, je m'en occupe, j'ai une famille, des amis. Et puis l'organisation, parce que mine de rien, d'aller tourner à droite, à gauche et tout, il faut être hyper organisé, hyper concrète. Moi, j'ai un côté très, très dans la vie. Hein. C'est pour ça que quand j'ai joué George Sand, ça m'allait parce qu'elle avait un côté terrienne et à la fois besoin d'art pour vivre, pour c'est ça, se transformer. Quoi. Vous avez un côté terrien dans la vie et en même temps besoin d'art au quotidien pour avancer. On reviendra tout à l'heure au côté dans la vie, on parlera de vos enfants, des hommes de votre vie. Vous m'en avez parlé tout à l'heure puisque vous me dites que vous les avez... vous êtes toujours en lien avec eux d'une certaine manière. En tout cas, vous ne rompez pas, vous continuez, il y a un lien... Ça dépend de qui, mais... Ouais. Mais franchement, à ce stade de l'émission... Il faut qu'on parle quand même de moments qui vous ont constitué encore plus, que vous appelez vos tremblements de terre. Vous voyez à quoi je fais allusion? J'en ai vécu un pour de vrai. C'était celui que vous avez vécu pour de vrai. En 1994, absolument. à Los Angeles. Ouais, à Los Angeles, 17 janvier 1994. Un gros tremblement de terre, 72 morts, 9000 blessés. J'arrive là-bas le soir même du tremblement de terre. J'étais venue pour les Golden Globes parce que j'étais nominée pour Bleu et donc je restais juste une semaine à Los Angeles. Donc moi j'avais pas dormi pendant 24 heures parce que mon fils voulait pas dormir dans l'avion. Et quand on est sorti de l'avion, il faisait une chaleur bizarroïde et arrivé dans la chambre, Raphaël n'arrêtait pas de pleurer tout le temps. Il avait 5 mois. J'ai essayé de l'allaiter, il voulait pas. Je savais pas quoi faire. J'étais debout en train de me dire, après 24 heures d'enfer, qu'est-ce que je vais faire? Et à un moment donné, ça a fait boum. Voilà. Boum, badaboum. Et c'est devenu noir. Ça a bougé dans tous les sens. Non seulement sur les côtés à l'horizontale, mais surtout à la verticale. Et c'est ça, en fait, qui m'a choquée dans ce tremblement de terre. C'est ces espèces de déracinement.
que j'ai vécu... avec votre bébé dans les bras? Avec mon bébé dans les bras de 5 mois. Et c'est vrai qu'il y avait une sorte d'absurdité totale à me dire, mais qu'est-ce que je fais ici sur Terre? C'était la fin, quoi. Ah oui, je pensais vraiment que c'était la fin. Ça a duré quand même assez longtemps, moins d'1 minute, mais on n'était pas loin de la minute. Et avec cette espèce de calme, en fait, d'acceptation que c'est les derniers moments et que je vais essayer de protéger mon fils, quoi. En fait, il s'agissait de ça. Ouais. Ça, c'est le vrai tremblement de terre, celui que vous avez vécu. Il y en a 2 professionnels qui sont très intenses. On va les évoquer. C'est Les Amants du Pont-Neuf, d'abord. Donc, film qui vous a marqué au fer rouge, d'Elos Carax. Un film où vous interprétez un couple de SDF avec Denis Lavant, 2 éclopés de la vie. Votre personnage, Michel, est une artiste peintre menacée de perdre la vue. Le film a été très important pour vous. Il s'est inscrit sur plusieurs années, puisqu'il a failli pas se faire. Il a été interrompu à 2 reprises pendant 9 mois. Vous avez connaître des problèmes financiers, techniques. 5 producteurs vont succéder, un budget multiplié par 4, etc. Mais vous, d'abord, expliquez-moi ça. Pour le vivre correctement, ce rôle, vous êtes descendu dans la rue. C'est-à-dire, un rôle comme ça, c'est vrai que faut un minimum de connaissances, mais je dirais par respect pour les gens qui le vivent. Et vous avez vécu la vie des SDF. En tout cas, vous êtes allé au bout de votre limite, puisque dans le documentaire que vous a consacré votre sœur, vous avez dit que vous avez risqué votre vie. J'ai touché le fond dans un sens, car j'ai failli mourir physiquement, me noyer, avec l'envie de survivre coûte que coûte. Oui, dans une scène. Donc, vous avez eu besoin... Oui, mais ça, c'est 2 choses différentes. En fait, de vivre avec les gens, les clochards, en fait, et il y avait une fille, notamment, que j'ai accompagnée, qui essayait de sortir de la drogue. Et elle n'y arrivait pas, c'était très difficile. Et donc, on a pas mal passé de temps ensemble dehors. Et j'ai été aussi à Nanterre, où j'ai dormi à Nanterre. Là, on ramasse les clochards et on dort. On dort et on va prendre une douche et on mange un quignon de pain. Et c'était important pour moi de vivre ça, parce que c'était une façon d'abord d'avoir l'envie d'une expérience humaine extraordinaire, c'est-à-dire qui sort de l'ordinaire. Et d'avoir une connaissance, pas juste à lire un bouquin, un télo, ou d'avoir, juste de parler, de faire une interview et d'avoir une connaissance comme ça. Vous avez eu besoin d'éprouver. Mais oui, c'est ça. L'expérience d'un film, c'est l'expérience humaine. Pour avoir les cellules qui se transforment, il faut bien sentir l'air que c'est. On peut dire que vous êtes allé au bout de vous-même là. Là où on a traversé quelque chose, où on était 5 ou 6, c'était... Quand je vois le radeau de la Méduse, c'est vraiment ça, quoi. On avait la mer, la tempête autour de nous, et on essayait vraiment d'y croire et de continuer. Et j'aurais pu lâcher. L'un nous aurait pu lâcher. Mais on ne l'a pas fait par une sorte de folie aussi, de croire à l'impossible. Et vous n'avez jamais baissé les bras, et ça a été rude jusqu'au bout, jusqu'à vivre dans la rue. Le film sort en 91, l'accueil en salle sera, on l'a dit tout à l'heure, En deçà des espérances. Vous décrivez votre état d'ailleurs à ce moment-là, vous dites c'était comme après un tremblement de terre, il fallait que je reconstruise la maison. Et votre premier professeur de théâtre, Jean-Pierre Martineau, nous a dit, elle a tout voulu abandonner à ce moment-là. Elle était complètement découragée à l'issue de ce tournage, parce que ça avait été long, exaltant, elle voulait tout arrêter alors. Oui, et j'ai parce que c'est voulu la difficile convaincre de de continuer. Ouais. Regardez ce qu'il dit. Je lui ai dit que ce qu'elle apportait était différent. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a convaincue de revenir, parce que je voulais arrêter en fait. Je me dis,
Je dis, c'est tellement une folie, cette vie-là. C'est tellement difficile de jouer, en fait. On peut pas enfin, moi, je peux pas le faire à moitié. Je peux pas le faire en dilettante, quoi. Il y a un don de soi, et c'est vrai qu'après, je me suis dit, moi, je vais arrêter de jouer. Et puis, j'avais donné des cours de théâtre et tout, et j'avais aimé votre ça. mère. Mais vous vouliez tout arrêter, donc? Oui, parce que, voilà, je trouvais ça épuisant, quoi. Vous voyez déjà à l'époque. Hein. Puis l'autre tremblement de terre, ça a été, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement et on s'y pose un tout petit peu, Lucie Aubrac. Donc en 95, Claude Berry vous choisit pour interpréter Lucie Aubrac. On l'a bien compris, vous faites rien à moitié, donc vous y allez vraiment, vous allez la rencontrer. On s'est on s'est vu pratiquement tous les jours pendant 2 mois. Ouais. Vous aviez votre vision, vous vouliez en faire une Non, vraie... j'avais sa vision. Parce qu'il faut juste le rappeler à ce stade-là, pour que les gens comprennent bien. Oui, allez-y. Pour que les gens comprennent bien, c'est que vous avez commencé à tourner, et au bout de quelques semaines, il vous a changé, donc il vous a viré du tournage. C'est pas comme ça que c'est passé. On a tourné effectivement 15 jours, et il y avait 2 mois d'arrêt, donc on a arrêté. Et c'est vrai que pendant les 15 jours, il y avait une scène, notamment, où Lucie n'était pas d'accord avec une chose qu'il y avait dans le scénario. Parce qu'il y avait un contresens total. Mais donc, j'en ai fait part à Claude. Et Claude, il voulait faire un film, comme vous disiez, d'amour. Donc un film un peu édulcoré. Sauf que c'était lui le chef, c'était lui le réalisateur. Oui, mais comme c'était la vie de Raymond et la vie de Lucie, pour moi, les chefs, c'était eux deux. Et vous l'avez très mal vécu. Vous dites, c'est l'un des plus grands moments de doute de ma vie. Avoir été viré, j'étais fracassé. Ah ben oui, parce que j'ai travaillé... Parce que j'avais cette histoire dans la peau, dans le cœur, dans ma tête, dans tout. Quoi. Pour moi, c'était Lucie et Raymond. Donc ça vous a mis à terre? Ça m'a terrassée. Ça m'a terrassée, et à la fois, c'était merveilleux parce que 3 mois après, j'avais l'Oscar. Ouais. Donc j'étais allée au fin fond du truc, et après, j'étais en haut du pinacle. C'est pour ça que je l'ai vécu d'une façon aussi... légèreté. Hein. Vous avez vu, j'ai prononcé ce mot-là. Ouais, mais il vous a fallu du temps, si je peux me permettre, avant de le prononcer, le mot légèreté. Hein. On est loin dans l'émission déjà, Juliette. Oh là là. Non, j'ai... Mais en tout cas, l'Oscar a apaisé tout ça. Mais pas que l'Oscar. C'est pas apaisé, c'est qu'il a une espèce d'absurdité. Basculé d'absurdité de la vie, qu'un jour c'est comme ça et puis l'autre jour c'est comme ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'attacher. Parce que les choses peuvent être fracassées du jour au lendemain ou mis au pinacle, et finalement ça n'a pas d'importance. Et c'est ça qui est génial, c'est de sentir que on peut se raccrocher à rien. Alors vous êtes quand même raccroché à quelque chose, quand même, Juliette, si je peux me permettre. En tout cas, c'est ce que j'ai compris dans toutes ces difficultés que vous avez rencontrées. Vous êtes accroché à un livre, Dialogue avec l'ange. Mais ça, c'est pas raccrocher, c'est rencontrer quelque chose d'évident. Ce dialogue, c'est une aventure spirituelle, vécue pendant la Seconde Guerre mondiale par 4 artistes hongrois. Ils reçoivent de la bouche de l'une d'entre eux des paroles d'ange ou de maître intérieur sur des thématiques universelles. La mort, le mal, le don, par exemple. Et donc, c'est ces dialogues-là que vous lisez et qui, d'un coup, résonnent chez vous. Et c'est-à-dire que, tout d'un coup, il y a quelque chose que je reconnais d'évident et qui me rend extrêmement joyeuse, en fait, et qui sont sur la transformation, la transformation de l'être. Et ça me passionne totalement. C'est une nouvelle philosophie de vie que vous rencontrez d'une certaine manière. À la fois, j'ai lu énormément de livres, moi, mystiques, parce que j'en ai besoin, et des mystiques différentes. Le soufisme me passionne, le taoïsme me passionne. Là, je suis en train de découvrir des choses sur la Kabbale absolument passionnantes, parce que j'ai cette soif-là, naturelle, de chercher pourquoi on est là et ce qui se passe en moi. Donc, quand je rencontre à travers une poésie ou un texte, ou des rencontres humaines qui me permettent de passer au-delà, ça me rend complètement heureuse. Vous avez un maître spirituel ? J'ai des aides spirituelles. J'ai des aides spirituelles. Maître, c'est...
Aide spirituelle. Difficile de parler de ça. Moi, j'aime pas trop en parler, surtout en public, parce que... Ah, mais ça vous caractérise tellement, Juliette. Oui, mais je préfère faire passer des choses à travers sans dire, parce que je trouve ça beaucoup plus libérateur pour les autres, qu'on enferme trop avec des mots, et c'est ce qui fait que le monde tourne pas toujours bien. Alors que si on était plus tolérant sur les choses... Il y a en tout cas dans le mystère de la vie quelque chose qui me passionne. Et quand un texte me fait vibrer, ça me raccorde avec une partie de moi-même qui a soif de ça. Alors ce texte vous a fait vibrer, il vous a tellement fait vibrer que vous avez voulu aller rencontrer la personne qui l'a traduit ce texte en français, Marguerite Cardos, qui est avec nous. Bonsoir Marguerite. Bonsoir, merci de votre invitation. Bravo Juliette, magnifique. C'est la verticalité, cette joie, cette liberté. Je suis très heureuse de te voir. Alors, Marguerite, je vais préciser que vous êtes linguiste orientaliste. Oui. C'est vous qui avez traduit en français Dialogue avec l'ange. Non, c'est Guy Tomalas qui l'a traduit. Je n'ai fait que être là un peu sa main gauche ou sa main droite, je ne sais pas. Et puis, j'ai rôdé autour. Elle est venue vous voir, Juliette, vous ne vous êtes plus quittée. Est-ce qu'on peut dire que Marguerite est l'une de ces aides spirituelles pour vous Oui, elle a beaucoup de dons différents. Et en tout cas, ce que vous nous avez... L'acupuncture et l'homéopathie et la phytothérapie, et Marguerite, c'est son piano de tous les jours. Mais c'est surtout Elle fait des conférences sur plein de choses différentes, sur le féminin sacré, le féminin créateur, sur les dialogues évidemment, et sur toutes sortes de thèmes qu'elle prend et qu'elle aime partager. Voilà. Aide spirituelle pour Juliette. Dites-nous en quelques mots à quel point la découverte de la spiritualité a changé Juliette. Mais la spiritualité, elle respire la spiritualité. Il n'y a pas Juliette et la spiritualité. Quand elle rit, quand elle joue, quand elle parle, quand elle a cette humilité infinie, quand elle s'efface, quand elle vient par exemple à un séminaire et personne ne sait qui elle est transparente, elle est humble, mais elle a une spiritualité flamboyante. Et quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle venait de l'infini et moi je venais de l'infini. Il y avait deux cœurs qui se rencontraient dans un feu qui nous dépassait entièrement. Et c'est Juliette qui est mon maître, c'est pas moi, je suis rien. Moi, vous dites même qu'elle a la fibre des saintes. Un maître intérieur, je pense. Marguerite, vous dites qu'elle a la fibre des saintes, une âme de prêtresse, carrément. Oui. Ah bon? Oui. Pardon, Juliette, tu n'aimes pas trop que j'en parle. Il y a des choses dont on ne peut pas parler. Oui. Mais je crois que Juliette a bu dans la coupe du Graal et qu'elle répond ça, quoi qu'elle fasse. Et par exemple, quand je l'ai vue préparer Camille Claudel ou la tante, j'ai vu à quel point cette empathie s'est emparée d'elle et qu'elle a épousé profondément cet être qui souffre et elle a montré le visage de la souffrance à fond. Elle descendait dans les failles, dans les difficultés, mais épouvantables. Et elle a su retourner pour que ce personnage trouve et montre son visage de gloire. D'une certaine manière, ce que nous décrit Marguerite, c'est que vous êtes une prêtresse. Secrète, c'est absolument secret. C'est secret. Merci beaucoup, Marguerite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La religion, vous êtes... Le mot Dieu me dérange, le mot religion me dérange, tout ça, parce que pour moi, ce qui me passionne, c'est ce qui se passe après, quoi. Ou ce qui s'est passé avant, ce qui se passe après. Parce que le reste, c'est la perte de temps pour moi. Qu'est-ce qui se passe après quoi? L'origine des choses. C'est pour ça que je comprends les gens qui font de la science. Parce qu'on a envie de savoir l'origine des choses. C'est ça qui me passionne. Donc, ça peut être à travers des choses très diverses. Mais je ne veux pas m'enfermer dans une religion. Je n'appartiens à aucune religion. Mais par contre, je peux aller dans un temple, dans une mosquée, dans une église, dans la nature.
Est-ce que la spiritualité, Juliette, on va avancer, vous a permis d'aborder, sereinement le temps qui passe, le fait de vieillir? Mais se mettre dans la vie de tous les jours, quoi. Le changement physique? Bah écoutez, j'ai vu un film ce matin que j'ai fait. C'est pas évident de se regarder vieillir, mais à la fois, bon, c'est la nature des choses. Donc il y a une acceptation à avoir, sinon c'est pas possible, quoi. De toute façon, la vie est mouvement, donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça, il faut accepter. Sauf que la balance est bien faite. C'est-à-dire qu'on perd quelque chose, mais on gagne quelque chose qui est bien plus fort et qui est bien plus marrant. Voilà. Et quand vous allez en une de Playboy en 2007 nue, c'est aussi une façon un peu de défier le temps? Alors là, j'ai été un peu coincée dans cette histoire-là, en fait, parce que j'ai fait l'interview, une bonne interview d'ailleurs, qui nous a passé beaucoup de temps. Et donc, je devais faire le Playboy. Et j'avais dit, moi, je ne fais pas de scène de photos nues. Il m'a dit, non, mais il n'y a pas de... Oh, vous exagérez quand même, vous êtes gonflé, là. Bah, c'est des photos que vous avez faites, Juliette. Bah ouais, mais enfin, vous n'êtes pas obligé de tout montrer. Donc, bah, on va pas tout montrer, alors. Mais bon, ça me paraissait pas immontrable. D'accord. Bon, alors, on va dire que ça va. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil. Ah oui. L'interview était bonne. Et alors, ils m'ont dit, eh ben, en fait, on voudrait... non, en fait, on va pas faire le Playboy parce que si vous faites pas des photos nues, on passera pas l'interview. Et comme l'interview était super, j'ai dit, bah, qu'à cela ne tienne. Et j'ai demandé à une amie photographe, Marianne Rosenstiel, de faire des photos avec moi. Pas la moins bonne. Et j'ai dansé. Ouais, voilà, j'ai dansé. Et on a fait des photos ensemble. Donc là, il n'y avait pas un défi là-dedans, du tout, chez vous, parce que c'est... Bah si, il y avait un défi de le faire, c'est pas évident de danser à poil. Bah si, bien sûr. Mais je me suis amusée, hein. Ça se voit. Ouais, je me suis amusée. Je me disais que c'était tellement lié, votre métier et votre vie, que forcément, les hommes de votre vie étaient forcément dans ce métier. Pourquoi vous souriez, Juliette? Je souris parce que je dis, comment est-ce qu'il va me piéger? Je ne veux pas vous piéger, vous voyez comment vous êtes. Non, mais je vous vois venir, un petit renard que vous êtes. Alors, allez-y toute seule. Vous êtes rusée. Allez-y toute seule sur ces histoires. Non, allez-y. C'est le divan. C'est vous qui êtes dessus, c'est pas moi. Les histoires d'amour. Finissent mal, en général. Ah, vous dites ça? Je la connais. Bah non, ça connaît. Non, mais c'est la chanson, je la connais. Ouais. Hein, mais... Eh ben non, parce que moi, je suis revenue avec quelqu'un d'antan. Ah. Et c'est carrément génial, voilà. Ah oui, ça c'est possible. Donc... Ouais, c'est possible. Et c'est en fait, je pense que c'est grâce au temps, voilà, de revenir sur des choses. Parce que, comme j'avais parlé de l'abandon, je crois que je ne supportais pas de me sentir abandonnée. Donc, j'ai abandonné avant d'avoir trop mal. Voilà. D'accord, avant qu'on vous quitte, quoi. Ça, voilà. Et là, finalement, avec le temps, tout ça est plus construit, donc vous avez pu renouer avec une histoire passée. Voilà. Et finalement, ça va bien. C'est plus que bien. Donc vous êtes heureuse. Ah ouais, je peux le dire. Ouais. Et alors, j'étais frappée par une phrase de vous, dans Psychologie, sur la maternité. Vous dites, quand j'avais... Vous avez bien préparé, hein. Ben, j'ai essayé, c'est pas tous les jours qu'on reçoit Juliette Binoche. Quand j'avais 11 ans, je pensais déjà à mon fils, j'étais en dialogue avec lui, j'idéalisais avant de m'endormir l'éducation que je lui donnerais. Jamais d'armes, ni de jeux guerriers, je l'emmènerais au musée à 11 ans. Ouais, je lui parlais et je voyais déjà que je lui dirais jamais non, que je lui dirais que oui. Voilà, c'était mon idée d'éducation. Et quand, une fois, il avait 1 an, je lui disais jamais non, donc. Et à un moment donné, il a pris avec sa main la nourriture de mon assiette et l'a mis dans sa bouche. Et là, je dis non, il y a un truc qui ne va pas, que je n'ai pas bien compris. Et donc là, j'ai commencé à poser des limites. Voilà. Des noms qui sont carrément nécessaires et structurants. Le grand a 23 ans, la plus jeune a 18 ans. Non, 16. 16. C'est pas grave. Donc le grand a 23 ans, la plus jeune... 22 ans. À 16 ans. Ça, il faut le garder dans l'émission, hein, s'il vous plaît. On va le garder, on va pas le refaire. on va le garder. Et ils ont pu grandir sans vous, d'une certaine manière? Quoi? Mais dites pas ça comme ça.
mais est-ce que vous n'avez pas transmis ce que vous ne vouliez pas transmettre, l'abandon, tout ça, vous m'avez parlé depuis tout à l'heure. Alors moi, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas eu un sentiment d'abandon par moment. Hein. Ça, je veux dire, ils ont leurs propres sentiments, sensations, et au fur et à mesure de la vie, ils vont décortiquer un peu ce qu'ils ont ressenti et faire connaissance avec eux-mêmes. Si je dis mère poule, ça va ou pas du tout? Un peu mère poule, un peu mère chiante par moment, mais mère aussi qui donne de l'espace. Qui donne de l'espace, ouais. Oui, moi j'ai voyagé beaucoup avec les enfants. En fait, j'ai recréé en Angleterre, la aux vie États-Unis, à San Francisco, en Afrique du Sud, vous les avez scolarisés partout là. Partout, et je pense que quand je pars, ils sont contents maintenant, parce que ils prennent un peu l'air, quoi. On débrief? Ah ouais, c'est déjà ça. Ah ouais, d'accord. Allez. Ah, bonjour, mais bon, je vous ai vu quand même. Ouais. Ça va, Juliette? Ça va. Ah, il fallait que je check tous les mots, hein. Vous m'avez rien laissé passer. Bah non. Je suis content parce qu'on a vu, je crois, qui vous êtes, et puis on a vu aussi que vous étiez super marrante, en fait. Bah, la vie est plutôt joyeuse, hein. C'est nous qui... Ouais, mais je vais pas refaire l'émission, mais on vous associez pas forcément à ça. Et là, vous êtes une déconneuse, en fait. Ah, moi, j'aime bien, ouais, j'aime bien la vie. Ouais. J'aime bien vivre, ouais. Ça vous étonne? Non, mais... non, je peux pas dire que ça m'étonne, mais je soupçonnais pas quand même autant de densité et autant de légèreté dans un seul être. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. On ne peut pas diviser les choses, c'est trop manichéen comme façon de voir la vie. Mais quand vous me posiez les dernières questions, la vérité, c'est aussi faire face à soi. Et faire face à soi, c'est pas évident. Ouais. Parce que on a une tendance à se cacher, c'est pas évident de se voir orgueilleux, c'est pas évident de se voir piteux, de se voir jaloux, de se voir toutes les émotions qu'on doit traverser, en colère. C'est pas évident, mais si on traverse pas et on voit pas ça, on peut pas devenir humain, on peut pas évoluer, on peut pas transformer. Sinon, on se ment soi-même, on met des masques, c'est pas ça. Je vous ai pas demandé ça, mais je pense avoir la réponse pour pouvoir arriver là et dire tout ce que vous me dites là. Vous êtes vraiment allongé sur un divan, non? J'ai fait ça, 2 ans, à raison de 3-4 fois par jour, 3-4 fois par semaine. Je l'ai fait 2 ans, pendant 3-4 fois par semaine. Je l'ai fait d'une façon intense. Je l'ai pas terminé parce que aussi, je vais vous dire, quand on travaille sur les tournages, sur les analyses de texte, sur les personnages, on fait une analyse sans arrêt. Moi, je suis en analyse sans arrêt. Donc on dira, mais ouais, c'est pas la même chose, c'est un personnage. Mais si, parce qu'on part à partir de soi aussi, pour aller vers l'autre. Avant de vous laisser terminer, vous savez, il y a la phrase qu'il faut compléter. Pour vivre heureux, c'est vous qui complétez. Je peux vous dire un truc? Oui. Je vous adore. C'est gentil. Ah non, viens m'embrasser. Il va se faire analyser aussi. Je vais me faire analyser, mais c'est fait déjà. Juliette Binoche, pour vivre heureux, vous complétez. Il faut être ensemble. Bon, voilà. Mais alors? Ben voilà, je vous embrasse. Merci Juliette, merci beaucoup. Bon, ben voilà. Et ben voilà, c'était super. Ce côté-là. Il faut juste...